population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur Radio Cotonou, la 94.3. Chers auditeurs, chers parents, chers élèves, merci de choisir ce canal, la dominicale de vérité franc-parler pour savoir et comprendre. Après quelques semaines de vacances, l'heure est bientôt venue de reprendre le chemin de l'école. Pour certains, c'est le plaisir de retrouver les camarades et les enseignants. Pour d'autres, c'est peut-être l'appréhension d'une nouvelle classe, de nouveaux défis ou d'un rythme de travail à retrouver. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une rentrée scolaire réussie ne s'improvise pas. Elle se prépare aussi bien sur le plan matériel que psychologique, organisationnel et financier. Alors, comment aider nos enfants à reprendre l'école dans de bonnes conditions? Comment réinstaller progressivement les habitudes de travail? Quelles sont les erreurs à éviter? Et surtout, comment faire de cette nouvelle année scolaire une véritable opportunité de réussite? C'est autour de toutes ces questions que nous allons échanger ce dimanche. Cap sur la réussite scolaire, comment bien préparer la rentrée, c'est le thème retenu pour la circonstance. Parents, élèves, enseignants et éducateurs, restez avec nous pour des conseils pratiques, des astuces et surtout de bonnes habitudes pour démarrer l'année scolaire de bon pied. Et justement, pour en parler, nous recevons Monsieur Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle et coach en développement personnel. Bonjour à vous, Monsieur Koto. Bonjour, Monsieur Naoum. Je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices de Radio Cotonou. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. Merci pour l'honneur que vous me faites. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tikpe, et à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Alors à nouveau, bonjour, Monsieur Camille Koto. Bonjour, Monsieur Naoum. Voilà, vous êtes psychopédagogue et vous êtes avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse échanger par rapport à la préparation d'une rentrée scolaire. Alors, quand je me réfère à la thématique du jour, c'est bien entendu cap sur la réussite scolaire, comment bien préparer la rentrée. C'est ce qui nous rassemble et j'aimerais d'abord vous demander, pour vous, en tant que expert en orientation scolaire, comment pouvez-vous décrire une réussite scolaire? Ça veut dire quoi, la réussite scolaire? Déjà, je peux dire que réussir, c'est venir à bout de toute initiative dans laquelle un individu se lance. C'est arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés par rapport à un projet de vie, par rapport à une démarche, par rapport à une activité que l'on mène. Donc c'est en réalité le couronnement des efforts, la satisfaction qui renaît des différents efforts mis en contribution ou mis en œuvre dans un processus, que ce soit une activité, que ce soit une organisation, que ce soit même de façon personnelle ou au-delà, que ce soit de façon sociale. Pour un apprenant, pour les acteurs du système éducatif, la réussite peut s'expliquer de façon plus précise en considérant l'école. Et quand nous considérons l'école, il n'y a pas que les apprenants aujourd'hui qui visent cette réussite-là. Il y a bien évidemment les apprenants, mais aussi les parents d'élèves, il y a les enseignants, il y a le corps d'encadrement et de contrôle. Il y a l'État central, c'est-à-dire les gouvernants, qui aussi visent cette réussite. Parce que quand ça marche pour un, c'est que ça marche aussi pour les autres. Pourquoi viser la
la réussite scolaire, je dirais que réussir au plan scolaire ou académique, ce n'est pas une fin en soi, c'est vrai, mais c'est quand même un levier qui projette l'individu sur les autres aspects de sa vie. Pour l'individu, d'abord, cela ouvre les portes du métier, l'autonomie financière, une occupation professionnelle rémunérée, la confiance en soi aussi, parce que, voyez-vous, dans la société, lorsque quelqu'un n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, que ce soit en classe ou dans le milieu professionnel, cette personne perd confiance en elle-même. Elle n'est pas assurée. Elle ne pose pas des actes qui montrent qu'elle a confiance en elle. Donc la réussite vous permet aussi d'avoir confiance en vous, quel que soit le degré de cette réussite-là. Et donc pour les apprenants, cela ouvre les portes forcément vers l'excellence. Jusque-là, pour ma part, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, elle est précise. Je vous suis. C'est quoi la réussite scolaire? La réussite scolaire, oui. C'est, je peux le dire de façon plus simple, c'est le succès qu'obtient un individu à la fin d'une année scolaire, qu'il soit écolier, élève, étudiant. Mais je disais tantôt que cette réussite scolaire ne concerne pas uniquement les apprenants, mais aussi les enseignants. Les enseignants, parce que c'est ceux-là qui ont transmis les connaissances. Et donc, quand l'apprenant a réussi, c'est que l'enseignant aussi a réussi. Un pédagogue dira, moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Et c'est dit donc que l'enseignant a aussi cette fierté-là de savoir que le message qu'il a transmis, ce message-là est passé. Ensuite, j'ai parlé du corps d'encadrement et de suivi, de contrôle. Je veux parler des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. La réussite scolaire les concerne aussi parce que si en fin d'année, les apprenants arrivent à passer le cap d'une classe à une autre ou à la proclamation des résultats des examens, les résultats sont élogieux, c'est que le corps de contrôle a aussi joué sa partition, donc ce corps a réussi. Enfin, j'ai parlé des autorités à divers niveaux de l'État central qui met en œuvre les moyens, les dispositions qui favorisent la conduite efficiente et efficace d'une année scolaire. Et pas fini, il y a les parents qui peuvent aussi se prévaloir de la réussite scolaire, c'est-à-dire du succès qu'ont obtenu leurs enfants à l'issue d'une année scolaire. D'accord. On va aller cas par cas. Je vais serrer la chose avec vous. Prenons d'abord l'apprenant, ou même l'apprenant et le parent. Là, on peut dire, bon, à la fin d'année, l'enfant est admis à un examen ou bien tout simplement, il est passé en classe supérieure. On peut dire en ce moment qu'il y a réussite. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Mais quand vous dites que l'enseignant aussi doit viser la réussite scolaire, comment on peut qualifier cette réussite, par exemple, pour un enseignant qui dirige peut-être 50 apprenants, qui conduit 50 apprenants vers la réussite, et à la fin de l'année, on a peut-être 50% ou 60% ou même on a 90%. On peut dire que l'apprenant, ou comment dirais-je, on peut dire que cet enseignant n'a pas fait les 100%. Alors, comment on peut qualifier donc cette réussite? En fait, la réussite dont nous parlons, elle n'est pas forcément visée. Parce que dans la classe, il y a des apprenants qui ont échoué. Oui. Voilà. Je dis d'abord que l'échec fait partie de la vie. Ok. Ce n'est pas parce que l'apprenant a échoué que l'enseignant n'a pas réussi ou n'a pas joué son rôle. Je l'explique. Voyez, il y a un seuil de réussite. Lorsque vous êtes en classe de 6e, à partir de la 6e jusqu'en classe de terminale, le seuil ou la moyenne requise pour passer en classe supérieure, c'est 10. Mais tous les apprenants n'arrivent pas toujours à réunir les 10 au regard des dispositions personnelles d'organisation que chacun a mis en œuvre, qui ne dépendent pas forcément de l'enseignant qui a transmis les connaissances. C'est vrai que la faute peut être imputée parfois, ou l'échec d'un apprenant peut être imputé parfois à l'enseignant, mais pas toujours. Et donc, les enseignants ont cette donné le meilleur de leur potentiel pour accompagner les apprenants. D'accord. Mais lorsque l'apprenant n'est pas en disposition, d'abord de compréhension, ensuite de rétention et enfin de manipulation pour la restitution, ce que j'appelle manipulation, c'est-à-dire qu'il arrive à manipuler les informations reçues de l'enseignant, et puis la restitution, c'est quand on l'évalue
et qu'il arrive à rendre compte de ce qu'il a reçu de l'enseignant. Quand l'apprenant n'est pas en mesure de faire tout cela, de passer toutes ces étapes-là avec succès, c'est que son échec lui incombe d'abord, pas primo à l'enseignant qui a transmis les connaissances. Donc la réussite, comme je le disais, n'est pas visée forcément à 100% dans un groupe classe, vous l'avez dit, où on a 50 apprenants par exemple, et c'est 40 ou 45 qui ont obtenu le succès. On ne dira pas que l'enseignant n'a pas réussi, parce que l'enseignant est aussi évalué à partir d'un taux, bien évidemment, d'atteinte des objectifs fixés par les contenus d'enseignement. Dans l'évolution de l'année scolaire, il y a l'évaluation à mi-parcours qui se fait dans chaque établissement, que ce soit au primaire ou au secondaire comme à l'université, où on évalue le taux d'atteinte dans le programme à exécuter pour l'année scolaire. Et chaque enseignant s'évalue par rapport à ce niveau-là. Par exemple, on dit à l'enseignant, quand nous prenons une classe de sixième, où en français, on fait la communication écrite et la lecture, et où on enseigne le test descriptif, le test narratif, le test injonctif, par exemple, on peut dire que selon le calendrier à suivre durant l'année, c'est que jusqu'au mois de décembre, l'enseignant doit avoir achevé l'enseignement du test descriptif à travers la communication orale, la communication écrite et la lecture. Et donc, lorsque l'enseignant est évalué sur ce principe-là, on peut considérer que lorsque les objectifs sont atteints, l'enseignant a réussi sa mission. Mais comme je l'ai dit, le nœud de la réussite ne se joue pas forcément au niveau ou uniquement au niveau de l'enseignant. L'apprenant a aussi sa part de responsabilité. Et plus loin, on dira que les parents ont leur part de responsabilité puisque l'enfant passe... Moi, je veux rester d'abord sur les enseignants. Sur les enseignants. Toujours pour apprécier cette notion de réussite-là. Maintenant, j'allais finir en disant que lorsque vous avez dans une classe 50 apprenants et que 10 ont réussi, cela pose un problème. Quand l'enseignant n'atteint pas la moyenne, tout au moins la moyenne, c'est qu'il y a problème. Et là, la responsabilité peut être imputée à l'enseignant. Donc, donc si l'enseignant arrive à avoir au moins 50% de taux de réussite, il peut dire, bon, moi j'ai fait le job, les 50 qui restent, qui ne sont pas admis, là, c'est leur problème, ça veut dire que ce sont des tarés, c'est ça? Non. On doit raisonner en ces thèmes-là. Vous savez, ce n'est pas ça le raisonnement. D'accord. Nous parlons d'abord d'un indicateur. L'indicateur, c'est la moyenne. OK. Et puis, vous savez, chez nous, nous avons eu des résultats aux différents examens de fin d'année qui ont donné moins de 50%, moins de 60%, moins de 70%. Et c'est récemment que nous avons commencé par aller un peu plus au-delà des baisses de performance connues les années antérieures. Donc, progressivement, les choses s'améliorent. On a eu des résultats de bac par le passé, au moment où on était sur les bancs, ça tourne autour de 30-32%. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Et donc, c'est déjà un encouragement pour les uns et les autres des acteurs. Mais je dis que les 50% dont j'ai parlé, ce n'est pas la norme ou ce n'est pas l'idéal que recherche l'enseignant. L'enseignant, son souhait le plus ardent, c'est lorsqu'il a 50 apprenants que tous réussissent. Et donc, il met les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Mais quand il n'y arrive pas et qu'il a peut-être atteint un taux de réussite de 60, 75%, 80%, c'est déjà appréciable. Je ne dis pas que la limite que recherche un enseignant, c'est 50%. D'ailleurs, aucun enseignant n'a jamais recherché cette limite. Mais je dis, à quel moment est-ce qu'on peut blâmer l'enseignant? C'est lorsque le taux tourne à moins de 50% qu'on peut blâmer l'enseignant. Parce que si sur 50 apprenants, c'est 20 qui ont réussi, il y a problème. On ne peut pas tout de suite incriminer directement les apprenants qui ont échoué. Il faut remonter pour voir à quel niveau est-ce que le processus n'a pas fonctionné. Et cela peut se révéler peut-être au niveau de l'enseignant, peut-être au niveau du suivi par les parents, peut-être au niveau du corps d'encadrement pédagogique ou de suivi, et peut-être même au niveau de l'État central. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on peut blâmer l'État quand on veut parler de réussite scolaire? On peut blâmer l'État lorsque l'État n'a pas mis à disposition. Non, d'abord, quel pourcentage on peut avoir à blâmer l'État? Je pense que, comme je l'ai dit, le pourcentage en deçà de la moyenne, avec ce pourcentage... Ça engage tout le système. Oui, ça engage tout le système. Cela engage tout le système, que ce soit les parents, les enseignants, l'État, le corps d'encadrement, même les apprenants. Ça engage tout le système. Lorsque le taux de réussite est en deçà de la moyenne. D'accord. Alors, pourquoi? Vous avez commencé à répondre, mais je reprends la question pour vous. Pourquoi viser à tout prix la réussite scolaire? Pourquoi? Un homme qui ne réussit pas ne vit pas.
un jeune qui ne vise pas la réussite, je peux dire, n'a pas d'ambition pour sa vie personnelle. Est-ce que c'est la première leçon que vous partagez avec les apprenants quand ils viennent en classe? Est-ce qu'il y a ce travail-là? Déjà, je peux dire oui, tous les enseignants le font parce que la première journée de reprise des classes, elle est dédiée à ce contrat pédagogique-là que chaque enseignant établit avec les apprenants qu'il aura à charge durant toute l'année. Et dans le libellé du contrat pédagogique, il y a cette partie de motivation et de prise de conscience que l'apprenant doit rappeler aux enseignants avant même de démarrer le processus de situation, apprentissage, évaluation. D'accord. Et donc, je disais que pour un apprenant, viser à tout prix. D'accord. J'insiste là-dessus parce que nous autres, et peut-être beaucoup parmi nous, nous sommes allés à l'école pas parce que nous avions cette conception des choses. Nous étions allés à l'école parce que les parents nous ont demandé d'aller à l'école, les parents nous ont inscrits à l'école. Mais c'est que fondamentalement, on ne prend pas le temps d'expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'école. Et ça, c'est un mal. C'est ça, parfois, qui peut être la cause de certains échecs plus tard. Parce que l'enfant qu'on a mis à l'école, quand il a commencé le processus et qu'il a commencé par essuyer des difficultés, ne s'est jamais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ceci c'est important? Il y a des apprenants qui sont des génies dans d'autres domaines, mais réciter une ligne de leçons, c'est compliqué parce qu'ils ne se sont jamais rendus compte de l'importance de la scolarisation. Et donc, c'est important aussi pour les parents de pouvoir prendre le temps d'expliquer, lorsqu'on les met en route pour l'école, de prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce qu'il est fondamental, pourquoi est-ce qu'il est, je vais dire, utile d'aller à l'école. Pour la famille, un enfant instruit peut apporter beaucoup. Un enfant instruit peut sortir sa famille de la précarité. Un enfant instruit peut sortir sa famille de l'ignorance. Un enfant qui est instruit... Vous oubliez les brillants, là, les 20 sur 20, les 19 sur 20, qui ont du mal à s'insérer dans la vie après. Ils sont très brillants en classe, mais au finish, hein, vous les retrouvez après les études, mais bon, ça ne donne rien là. Parce que justement, l'école, aujourd'hui, ou de plus en plus, enseigne ou instruit, mais n'éduque plus forcément. L'école enseigne, instruit, mais ne prépare pas à la vie future. En fait, c'est malheureusement ça, le drame qui se joue dans notre société, parce que bien, il faut le remarquer, les parents ou la famille aussi, et quelque part, est en train petitement de démissionner. Je ne dis pas tous les parents, je ne parle pas de toutes les familles, je ne généralise pas, mais lorsque cela arrive à ces extrêmes-là, c'est que la famille et l'école se sont désolidarisés et n'ont pas su accompagner l'individu. Et vous le dites, pour preuve, j'ai échangé avec un ami, je crois il y a 2 ou 3 jours, qui a croisé un de ses anciens camarades. Je ne voudrais pas dire ce qu'il est en train de faire et ce qu'il exerce aujourd'hui comme métier, mais ce n'est pas ce à quoi on pouvait s'attendre. Et il me l'a dit, il était toujours premier. Il était toujours premier. Tout le cursus du primaire. Et ils se sont arrêtés en classe de 3e, ils se sont séparés, mais il a dit jusqu'en classe de 3e, il était toujours le premier de la classe. Mais les conditions dans lesquelles nous l'avons vu cette semaine, ce que je dis, ce n'est pas qu'on m'a raconté, je l'ai vécu. Ces conditions n'encouragent pas. Et on se demande pourquoi avoir fourni
si tant d'efforts, s'il faut finir ainsi. Et c'est là que parfois, moi-même personnellement, je condamne le système. Vous condamnez le système? Non, je condamne le système. Non, en fait, ce n'est pas parce que je condamne le système que je dis que le système n'est pas bon ou qu'il faut jeter le système. Mais il y a des choses à améliorer parce qu'on se demande, les personnes avec qui nous avons fréquenté, qui étaient très brillantes, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là? Une petite anecdote, et là aussi c'est quand même sur un coup de désespoir et peut-être aussi d'un peu de déception que je le dis. J'ai fréquenté avec un jeune ami, je vais dire un collègue, un camarade, nous avons fait les classes et après je suis devenu enseignant. J'enseignais dans une école, dans un collège. J'ai retrouvé mon camarade avec qui j'ai été, élève dans la même école, je l'ai retrouvé. Et pendant ce temps, il était en classe de terminale. C'est-à-dire que nous avons fréquenté, j'ai fait l'université, j'ai terminé les études, j'ai commencé par enseigner. Mais et je crois qu'il était encore en classe de terminale. Et le jour là, quelque chose n'a pas marché. C'est clair que quelque chose n'a pas marché. Et quand je le dis avec toute la gravité possible parce que je pense que les personnes qui ont été brillantes dans leur cursus, ce n'est pas qu'il faut faire la politique du 2 poids 2 mesures et négliger les autres qui ne l'ont pas été. Mais quand quelqu'un est brillant, nous devons trouver le moyen, nous devons mettre en place le dispositif pour accompagner ces apprenants-là, pour qu'on ne dise pas demain, il a pourtant quand même été premier tout le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, on vise bien la réussite scolaire, d'accord. Mais est-ce qu'on doit oublier l'échec scolaire? Je pense que non. L'échec fait partie de la vie. Et parlant de réussite, j'allais l'oublier. Pour notre pays, pour le Bénin, une jeunesse bien formée, c'est d'abord un avantage, gage de succès et de développement pour notre pays. C'est beaucoup plus d'innovation. C'est beaucoup de Béninois formés dans plusieurs domaines. C'est beaucoup de citoyens compétents, responsables. Et donc, viser la réussite, c'est pour l'État ou les gouvernants investir au mieux dans l'avenir. Et je pense que c'est l'éducation qui est la première source de développement de toute nation. Personne n'est devenu ce qu'il est devenu sans avoir pris par le chemin de l'éducation ou de la scolarité. Et quand je fais cette démarcation, c'est qu'on en a connu aussi qui n'ont pas fait de grandes ou de longues études, mais qui ont quand même réussi brillamment leur vie parce que le degré d'éducation était très élevé, le degré de conscience ou d'accompagnement des parents était très élevé. Je parlais donc de l'échec. De l'échec. Est-ce qu'on doit l'ignorer? Mais malheureusement, dans notre système, on ne pense pas à ceux qui ont échoué. On ne prend pas suffisamment le temps sur les apprenants qui ont échoué. Et moi aussi. Et depuis un moment, j'ai commencé par réfléchir à un creuset qui permettra de parler, d'échanger avec les apprenants qui ont échoué. Parce qu'il y en a qui ont échoué, pas forcément de leur fait. Il y en a qui ont échoué parce que cela ne dépendait pas forcément d'eux. Et quand je dis que l'échec est formateur, je le dis comme ça, oui. Mais pour celui qui a échoué, ça ne s'entend pas tout de suite que c'est une formation qu'il est en train de recevoir. Celui qui a échoué est animé de plusieurs intentions. Il y a des apprenants qui ont échoué, qui ont décroché, qui n'ont plus jamais mis pied à l'école. Il y a des apprenants qui ont échoué, qui ont trouvé leur chemin ailleurs et qui ont réussi. Mais il ne faut pas ignorer l'échec et vous faites bien de poser la question. Vous savez, à la fin du processus des examens de fin d'année, tous les regards sont tournés vers les apprenants qui ont réussi. Déjà à la maison, nous savons... Vous savez pourquoi je pose la question? Dites-moi. Parce qu'on a l'impression que l'échec est comme une fatalité dans certaines familles. Et je dirais non. L'échec n'est pas une fatalité. Et vous me permettrez, je disais... Il faut se référer aux menaces des parents vis-à-vis à l'endroit des candidats. Comme si on ne réussit pas à cet examen, c'est une question de mort. Et vous savez très bien qu'on en a connu des candidats qui se sont donné la mort. Parce que, ayant les yeux totalement focalisés, bien entendu, sur la réussite, je ne peux jamais échouer à cet examen. Mais il a échoué. Et après, on entend des cas de suicide à cause de l'échec scolaire. C'est pourquoi je pose la question. Aidez-nous. Aidez les parents, aidez les apprenants qui nous écoutent. Merci, M. Naoum. Merci d'insister sur l'échec.
l'échec, le découragement, cela peut être à la base de l'échec. L'instabilité psychologique, cela peut conduire à un échec. Et quand je parlais tantôt de problèmes extrascolaires, il y a une apprenante qui, sous les menaces de l'enseignant, parce que la majorité n'avait pas eu la moyenne, on voulait les punir, il y a une apprenante qui a levé la voix et qui disait à la directrice du collège dans le temps, Madame la directrice, excusez-moi pour ma réaction, mais je pense que personne ne se préoccupe de nous. Et elle a bloqué l'autorité dans sa posture, parce que ce qu'elle venait de dire sonnait comme un signal fort. Et quand la directrice lui a prêté oreille attentive, elle dit, à la maison, on nous demande d'étudier, on nous met la pression. À l'école, tout le monde s'acharne sur nous, tous les enseignants disent, il faut travailler, il faut étudier. Dans la société, tout le monde nous dit, il faut étudier, il faut travailler. Mais personne ne nous demande jamais quels sont les problèmes personnels que nous avons. Et quand elle a dit ça, je dis, toutes les autorités, les enseignants, tout le monde est resté figé. Et je pense que c'est vous qui avez raison en posant cette question, Monsieur Naoum. Parfois, nous mettons la pression, et je trouve que c'est parfois à raison, mais nous mettons tellement de pression que nous oublions que les enfants que nous voulons élever sont faits de chair et de sang, qu'ils sont faits aussi d'émotions, et qu'ils traversent probablement ou possiblement des situations qui n'ont rien à voir avec l'école, mais qui peuvent influencer leurs résultats scolaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai la faiblesse de croire que notre école africaine, béninoise plus précisément, ne doit pas continuer à fonctionner ainsi. Dans les écoles aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif, dans beaucoup d'écoles, il n'y a aucun dispositif d'accompagnement des apprenants au plan psychologique, au plan éducatif, plan relationnel. Si bien que beaucoup d'apprenants connaissent des échecs, pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils n'ont pas appris, mais parce qu'il y a eu un petit problème, une petite situation qu'ils n'ont pas pu gérer à cause de l'immaturité qui est liée à leur âge. Et donc, quand je parle d'échec scolaire, je pense que nous avons encore du chemin à faire. Et ce n'est pas une fatalité parce que tout le monde peut échouer. Les premiers de la classe ont échoué à l'examen, pas parce qu'ils étaient nuls, mais parce que des problèmes extrascolaires sont venus entamer leur réflexion pendant les 3 jours de l'examen. Si bien que ce dernier n'a pas pu donner le meilleur rendement qu'il a toujours rendu en pleine année scolaire. Je vais vous donner un exemple. Un père qui prend le téléphone et qui appelle la maison, et sa fille décroche. Et sa fille dit, l'évaluation là, au cours de vacances, j'ai eu 9 en maths. Et le père répond, il n'y a pas de problème, on va corriger ça à la rentrée. Comment appréciez-vous ce que je viens de vous décrire? Corriger à la rentrée. Est-ce que le papa en question, son intervention, comment vous gérez ça? Il n'a pas gueulé, il n'a pas crié. Pourquoi tu n'as pas eu la moyenne, il n'a pas gueulé, mais il dit, on va corriger ça à la rentrée. Oui, je disais corriger à la rentrée, c'est que le papa a en vue un plan d'accompagnement pour son enfant. D'accord. Et c'est l'une des réactions qu'il faut préconiser. Pas l'autre? Non, pas l'autre. Une des réactions qu'il faut préconiser, il ne faut pas brutaliser, ni verbalement, ni physiquement, les apprenants, parce qu'ils ont eu une baisse de performance. Comme je l'ai dit, beaucoup d'indicateurs peuvent encadrer un échec. Et il ne faut pas aussi prendre l'échec sur le coup. D'accord. J'ai vu des gens passer 3 fois le baccalauréat parce qu'ils avaient de la difficulté en classe. Même. Oui, 5 fois. Et j'en connais qui l'ont passé 7 fois. Ce n'est pas parce que en terminale là, il y a problème, mais c'est parce que depuis la classe de 4e ou de 3e, il y a des notions, des lacunes. Je vous arrête pas, j'en connais un. Il a tellement passé le bac que la dernière année où il a eu le bac, les parents finalement ont dit on va essayer de diminuer un peu l'âge. Ils ont fait toute la procédure et il a passé les 3 examens, le CEP, le BPC et le bac. Même année, il a eu les 3. Et ça c'est une grâce. Oui. Donc je... Non mais c'est des choses qui arrivent, c'est des situations qui arrivent et qui nous donnent davantage la preuve que lorsque quelqu'un a échoué, comme je le disais, ce n'est pas parce que la classe là lui est difficile, mais parce qu'elle a accumulé peut-être des lacunes qui se sont entassées durant les années, et remonter la pente c'est un peu difficile. Et l'exemple que vous venez de donner, le papa qui dit à son enfant nous allons corriger cela à la rentrée, je dis que c'est la meilleure attitude qui soit, parce que le papa a un plan d'accompagnement pour son enfant. Et cet accompagnement peut commencer même dès les vacances. Vous savez, normalement à la fin d'une année scolaire,
Le bilan doit pouvoir se faire, mais nous ne le faisons pas. Le bilan, que ce soit pour les apprenants qui ont réussi, que pour ceux qui n'ont pas réussi, on doit faire un bilan. Pour ceux qui n'ont pas réussi surtout, c'est de voir ce qui n'a pas marché. Lorsque vous êtes candidat à l'examen et que vous avez fini l'examen et que le résultat n'est pas bon, il faut aller chercher votre relevé de notes pour voir dans quelle matière est-ce que vous avez échoué, dans quelle matière vous n'avez pas pu atteindre le seuil de réussite. Cela permet de prendre la décision de revoir les choses. Nous n'avons souvent pas le temps de le faire. Les parents n'ont pas aussi le temps de le faire avec leurs enfants, si bien qu'on a échoué. Et puis on laisse les vacances passer, on reprend l'année scolaire avec les mêmes insuffisances. Les cours de renforcement ou de vacances devraient servir à cela. Un apprenant qui n'a pas excellé, on doit pouvoir l'encadrer pendant les vacances. Et les cours de vacances ne sont pas aussi, je le rappelle, systématiques pour tous les apprenants. Ce n'est pas tout le monde qui doit être convié aux cours de vacances ou de renforcement. C'est ceux qui sont d'abord dans le besoin parce qu'ils ont connu une baisse de performance. Ceux qui ont réussi brillamment, en principe, n'en ont pas besoin. Et même s'ils devraient avoir des cours pour eux, ce devraient être des cours particuliers dans les matières dans lesquelles ils ont besoin d'être accompagnés ou d'être renforcés. Mais systématiquement, lorsqu'on atteint les vacances, on envoie tout le monde en cours de vacances. C'est aussi une mauvaise... c'est pour éviter les mange-mille à la maison. Oui, je comprends. Mais à la maison pendant 2 mois et demi, on consomme suffisamment, donc les parents... Mais pourquoi est-ce qu'on est parents si on n'est pas prêt à accompagner les enfants en ces périodes là. Et malheureusement, les vacances sont en train de s'achever. Oui. Sinon, qu'il y a tellement d'occupations qu'on peut mettre en œuvre pour former nos enfants. Vous savez, j'ai souvent la faiblesse, vous permettez que j'ouvre une parenthèse, de dire, si par exemple pendant les cours et les vacances, que j'organise en plusieurs étapes, il y a l'étape du bilan, ensuite il y a l'étape de la formation, et puis il y a l'étape de la relance. Et quand je parle de formation et découverte. Le bilan, je viens d'en parler, chacun doit faire le bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut redresser. Mais la formation, c'est pendant les vacances qu'il faut donner la possibilité à nos enfants de toucher à tout. Il y a tellement de métiers aujourd'hui, de formation aujourd'hui, en numérique, en informatique, en cuisine, en restauration, en hôtellerie, en mécanique, en menuiserie, en jardinage, en agronomie, en élevage, en couture, en stylisme, et j'en passe. Parce que parfois, la nature a horreur du vide, comme on le dit. Je n'encourage pas cette pratique-là. Je la décourage au plus haut degré. Et je pense que l'État doit continuer à mettre les garde-fous pour sanctionner les contrevenants. Mais je pense que nous avons aussi la responsabilité d'orienter, d'éduquer, de mieux former. Et quand je parlais de découverte pour les vacances, les endroits qu'on a enseignés, les vestiges, les lieux touristiques qu'on a enseignés à nos apprenants en classe, c'est pendant les vacances qu'ils ont la possibilité d'aller les découvrir. Il ne faut pas passer toutes ces vacances dans la ville qui nous a vu naître ou qui nous a vu évoluer à l'école. On est né à Cotonou. Et on n'a pas besoin de prendre l'avion pour ça. Hein? Non, du tout pas. Ouais. À Cotonou aujourd'hui, je faisais une formation à Comé l'année dernière, et des jeunes qui avaient déjà dépassé la vingtaine n'ont jamais mis pied
à Cotonou. Je ne dis pas que Cotonou, c'est l'Eldorado. Non. Mais il faut quand même sortir de là où on a grandi, de là où on est né, pour aller voir. Cotonou pour aller à Natitengou. C'est important. C'est une découverte. C'est une découverte. Oui. C'est une découverte. Il y a tellement de merveilles à découvrir dans d'autres pays qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas sorti de chez soi. D'accord. Et la dernière étape des vacances, c'est le moment de la relance. Et nous y sommes. Lorsque la rentrée approche, il faut se préparer à l'affronter. Et pour finir, si vous permettez, préparer cette rentrée? Il faut la préparer parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Et on ne réussit aucune organisation dans la vie sans un minimum de préparation. Et si vous permettez, monsieur Nao, je voulais dire par rapport à l'échec, au lieu d'ignorer, de condamner ou d'incriminer, il faut diagnostiquer. Il faut accompagner, proposer des chemins ou des solutions. Le redoublement parfois est utile, mais il faut peut-être opérer une réorientation. Il faut peut-être proposer une filière technique. Il faut peut-être proposer une formation professionnelle. Et quand j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup d'apprenants que nous avons maintenus dans le carcan, par exemple, de l'enseignement long ou l'enseignement général, mais qui auraient pu exceller dans les formations techniques et professionnelles. Des enfants qu'on a sortis du système, peut-être en classe de seconde D ou de terminale ou de première, je n'en sais rien, qu'on a mis, par exemple, en mécanique et qui sont devenus des experts de leur domaine. Et donc, ce processus peut être réussi lorsque dans nos écoles, nous disposons du dispositif qui peut révéler ou qui peut détecter ces astuces-là et les proposer. Et quand j'en parle, je trouve par exemple que nos écoles doivent être fournies ou pourvues de psychopédagogues ou de conseillers ou d'experts en orientation scolaire et professionnelle pour que demain, nous ne continuions à souffrir de ce mal parce que beaucoup d'apprenants ont fait un baccalauréat série D alors qu'ils avaient une autre destinée. Il y a des apprenants, vous voyez, là actuellement, le baccalauréat est passé et nous sommes en plein processus d'orientation. J'en reçois plein qui auraient voulu faire par exemple la médecine mais qui n'ont obtenu qu'un bac B. C'est mort. Parce qu'à la base, ils n'ont pas eu cette orientation qui aurait pu leur permettre de choisir la bonne série. Malgré les difficultés de leur dire, si tu veux devenir médecin demain, si tu veux aller dans telle ou telle autre direction professionnelle, voici la série de bac que tu dois pouvoir obtenir. Et donc, en leur disant cela, ils s'arment de courage, de détermination et se disent que l'objectif, il est plus loin. Donc, un problème d'orientation aussi se pose chez nous. Et pour finir sur l'échec qui n'est pas une fatalité. L'échec devient une fatalité lorsqu'on a arrêté d'essayer. Ou lorsque les personnes qui sont dédiées à nous accompagner nous incriminent à tort. Au Bénin, aujourd'hui, il y a les écoles de formation technique et professionnelle, les centres de formation et les programmes de seconde chance. Et je pense qu'il faut reconnaître les efforts du gouvernement béninois dans ce sens. Les autorités se rendent davantage compte, de mieux en mieux compte, qu'il ne faut pas continuer à encourager tout le monde à faire l'enseignement long. Et vous verrez que d'ici quelques années, si les fruits tiennent la promesse des fleurs, c'est que selon le désir des autorités, nous aurons 110% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle et 30% dans l'enseignement général pour renverser un peu la tendance et permettre aux apprenants d'avoir quelque chose à faire ou de savoir quelque chose à faire lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme. Et je voulais finir avec Thomas Edison pour dire à ceux qui ont échoué. Celui-là, aujourd'hui, il est reconnu sur plusieurs générations comme l'un des savants les plus voulus de l'humanité. Il a inventé la lumière. Je vais dire ce qui nous fait aujourd'hui voir la lumière. Et puis, quand il essayait que ça ne marchait pas, il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Et je rappelle que Thomas Edison a déposé plus de 1000 brevets. Ses inventions les plus célèbres incluent l'ampoule à incandescence, pratique à partir de 1879, le phonographe en 1877 et le kinétoscope en 1881. L'électricité dont nous bénéficions aujourd'hui, l'éclairage, c'est grâce à lui. Donc quand on se rabat sur ces savants-là, on se dit, c'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que demain je vais continuer à échouer. Et c'est justement pour ça que les gens disent souvent que l'échec est formateur. Et Albert Einstein, il a eu un retard de langage quand il était enfant et a échoué à son premier examen d'entrée à l'école polytechnique de Zurich. Mais aujourd'hui, on le connaît comme un expert dans son domaine. Charles Darwin, son père lui reprochait sa paresse et son manque d'intérêt pour les études de médecine avant qu'il ne formule sa théorie sur l'évolutionnisme. Et je peux en citer beaucoup ainsi, à qui on a trouvé des tares
qu'on a taxé de néant, de nul, mais qui par la suite ont révélé, se sont révélés à eux-mêmes et à l'humanité. Donc, comme le Bénin révélé peut-être. Ah oui, comme le Bénin se révèle de mieux en mieux. Donc, quand il a échoué, je voudrais dire, il ne faut pas se morfondre sur son sort, il ne faut pas rester sur place, il faut plutôt user de résilience. D'accord. Et rebondir en faisant le bilan de ce qui n'a pas marché et ce qui nous a conduit à l'échec. Et je voudrais, pour finir avec ce volet, adresser un message à tous les candidats aux examens, à tous les apprenants qui ont échoué cette année. D'accord. Ce n'est pas la fin du monde. Et je le dis avec toute la profondeur requise. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez échoué, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, ça peut être dépendamment de vous-même. Donc il faut commencer par s'interroger. Chacun sait comment il a fonctionné. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se mentir. Parfois, nous nous mentons. On sait qu'on n'est pas bon en mathématiques, mais on fait semblant. On sait qu'on n'est pas bon en sciences physiques ou bien en histoire, géographie, mais on fait semblant. On sait qu'on n'est pas bon en anglais, mais on fait semblant. Il faut arrêter de faire semblant, d'être honnête vis-à-vis de soi, de faire d'abord le bilan, ce qui a fait qu'on n'a pas réussi. Ensuite, s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cet échec-là, voir comment échanger avec ces personnes-là, si c'est les parents qui n'ont pas joué leur rôle, si c'est les enseignants, voir comment est-ce qu'on s'organise pour que l'échec d'aujourd'hui devienne le succès de demain. Avant qu'on donne la parole aux auditeurs, dites-nous comment on prépare une rentrée scolaire. Préparer une rentrée scolaire... Pour obtenir la réussite à la fin. Oui, c'est clair que quand c'est bien préparé, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Déjà, au niveau des apprenants. Le bilan, je l'ai dit, mais il faut la relance. La relance nous permet de commencer par nous organiser par rapport à la classe qui nous accueillera à l'année qui commence. Lorsque nous sommes en classe d'examen, on s'organise encore avec plus de sérieux, plus de rigueur, parce que les données ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas pareils. Je ne dis pas que ceux qui sont en classe intermédiaire ne doivent pas se préparer, mais déjà c'est qu'il faut revisiter les notions qu'on n'a pas pu maîtriser l'année antérieure et qui certainement vont revenir dans certaines matières. Après, il faut faire un plan de travail à partir du dernier mois avant la rentrée. Donc à partir du 15, la rentrée commence souvent à mi-septembre. Donc à partir du 15 août. Pour ceux qui ont fait les cours de renforcement ou ceux qui n'ont pas fait, c'est pareil. Un mois avant la rentrée, faire un plan de travail qui nous occupe toutes les matinées. Un plan de travail qui nous permettra non seulement d'aborder les notions non sur l'année antérieure, mais aussi de rebondir sur les notions qu'on aura à rencontrer pour l'année qui est en train de s'annoncer. Et c'est pour ça que les cours de renforcement ou cours de vacances peuvent être utiles, parce que quand on a fait ces cours-là, on a la possibilité d'anticiper sur les notions sur lesquelles on sera entretenu quand l'année va commencer. Donc, préparer sa rentrée, c'est aussi se préparer au plan pédagogique et intellectuel. Ensuite, il y a le plan, la préparation physique qui permet à l'apprenant d'avoir les fournitures scolaires, d'avoir son sac, d'avoir sa tenue. C'est le rôle des parents. Ça. Le rôle des parents, oui. Mais les parents ne doivent pas mener cette démarche sans les apprenants. Sans l'implication. Sans l'implication des apprenants. Couvrir le cahier avec les enfants. Ah oui. Et ça, c'est source de motivation, vous savez. J'ai toujours eu le désir de remplir ou de couvrir moi-même mes cahiers, d'écrire, malgré que, bon, mes grands frères, mes aînés voulaient m'écrire mon nom à la première page, remplir la première page. Je l'ai toujours fait parce que j'avais de la motivation, j'avais envie d'apprendre chaque fois que j'ouvrais mon cahier parce que je l'ai rempli moi-même et j'y ai mis le décor qui pouvait me motiver à apprendre. Il y a des enfants qui ne le font pas du tout, c'est les parents qui le font à leur place. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si le parent a une belle plume, si l'aîné a une belle plume, il peut le faire, mais en associant le concerné. Parce que quand on a participé à tout cela, à l'achat des fournitures scolaires, au choix du sac, au choix des chaussures qu'on va porter, pourquoi pas, ça vous motive à travailler, ça vous motive à aller plus loin. Il ne sert à rien d'acheter aux enfants des fournitures ou un matériel pédagogique qu'ils ne vont pas utiliser parce qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'ils ne l'ont pas aimé. On nous a choisi d'ailleurs des sacs que nous n'avons jamais utilisés jusqu'à la fin de l'année. Donc, associer les apprenants à cela, c'est un plus pour préparer la réussite de demain. Et les frais d'écolage et de scolarité, les frais de préinscription, toutes ces démarches doivent être menées par les parents pour que les enfants se sentent en sécurité. Au niveau des parents, j'ai commencé par le dire, c'est de mettre en œuvre les moyens et les ressources pour que la rentrée se passe bien. Et malheureusement, il se fait que nous prenons du retard à préparer la rentrée de nos enfants. La rentrée ne se prépare pas au mois d'août ou de septembre. La rentrée se prépare depuis que la rentrée précédente a pris son envol. Parce que, vous voyez, les parents sont parfois contraints à faire des prêts
Je ne dis pas que c'est mauvais, mais parce qu'on manque de ressources, on est obligé de faire des prêts. Parfois, ces prêts ne viennent pas à temps, si bien que tout ce dont les enfants auront besoin pour la reprise de l'année n'est pas au point. Donc, préparer la rentrée, c'est aussi mettre de l'argent. Le stress. Oui, mettre de l'argent de côté depuis, par exemple, le mois de janvier, pour être sûr qu'au mois de juillet, tout est fin prêt pour une meilleure rentrée pour les apprenants. Et quand je parle de parents aussi, c'est l'accompagnement au niveau organisationnel. Si les enfants avaient l'habitude de se réveiller, par exemple, à 10 heures pendant les vacances ou à 8 heures, on peut, dès que la rentrée approche, commencer par les réveiller un peu plus tôt pour leur permettre, bien sûr, de s'occuper la matinée. On va ouvrir l'antenne. Hein. Vous pourrez donc poursuivre par la suite. S'il y a des intervenants qui veulent donc poser des questions à notre invité du jour, Monsieur Camille Koto, qui est psychopédagogue, les deux lignes sont ouvertes pour vous, 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Premier intervenant, bonjour. Oui, monsieur Honoré Nao, bonjour. Bonjour à vous. Taoufik Aklopano, c'est ça? Oui, voilà, c'est Taoufik Aklopano. D'accord, nous vous écoutons. Et va un peu, ira au début de l'émission. Ce que votre invité, le psychologue que vous aviez sur le plateau ce matin, je le salue beaucoup. Bonjour, monsieur Aklopano. Oui, merci beaucoup. Et quand il parlait de l'échec, et que lorsque vous aviez en dessous de 50%, et c'est qu'il y a l'acteur politique et qu'on doit chercher à retrouver, il y a l'apprenant et il y a le gouvernant. Le gouvernant aussi, c'est-à-dire le pouvoir central. Aujourd'hui, nous avons des établissements qui ont présenté des candidats au Bénin. Il n'y a plus de grève là, ça fait plus de 10 ans. Et qui ont présenté des candidats pour le baccalauréat édition 2026 là, qui n'ont même pas une seule réussite. Et ces établissements-là, ils vont encore, c'est-à-dire ouvrir les portes cette année, l'année scolaire qui va bientôt commencer, ou bien, et quel est le sort, quelle est la sanction qui est prévue pour ces établissements-là? On n'a même pas eu un seul candidat déclaré admis dans tous ces lots-là. Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est au 21e siècle au Bénin, il n'y a plus les grèves. Je suis d'abord un coup de chapeau à l'ancien président Patrice Talon, qui a tout fait pour qu'une loi soit prise pour que les grèves, on puisse les réduire à un moment donné. Mais des établissements qui ont fait 9 mois de cours et qui n'ont pas une réussite. Maintenant, et par rapport à ce que votre invité il a eu à égrener là, comme ça s'appelait de propositions, quand vous faites une thèse, vous finissez, celui qui a fait le doctorat, ça veut dire qu'il a fait les longues études comme il est en train de le dire. Mais aujourd'hui, quand on met toutes ces thèses-là, quand vous invitez quelqu'un, on dit, le docteur, il a fait sa thèse, il y a 20 ans, il y a 25 ans, 30 ans en arrière. Mais quand vous prenez l'individu même, et qu'est-ce que la thèse, le doctorat qu'il a eu depuis plus de 30 ans, 40 ans, 5 ans, 10 ans là, ce doctorat n'a jamais fabriqué un petit médicament. D'accord. Aux citoyens béninois. Et aujourd'hui, c'est un faux. C'est qu'il y a beaucoup qui viennent avec qui font les thèses et ils deviennent docteurs et on dit docteur. Mais c'est-à-dire, ces titres-là n'ont jamais guéri le petit palu que le médecin est en train de traiter à l'hôpital. Qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours en arrière malgré tous ces tas de diplômes, de doctorats, de thèses, des recherches, c'est-à-dire des... On a compris. Oui. On a compris. Il faut que votre psychologue m'aide. Il faut une affaire m'aider pour que je puisse me retrouver. Sinon, moi, je me pose tout le temps les questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Taoufik Aklopano, pour votre question. On va espérer un autre bonjour. Oui, bonjour. Papa Yafa, Wemambe, Félix. Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour cette émission. Votre question? Bon, qu'est-ce qu'il pense? Il a contourné les choses. Quand ça ne marche pas là. Est-ce qu'il n'y a pas à fouiller le côté spirituel des choses? C'est très important, c'est fondamental. Les gens échouent. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement à cause de tout ce qu'il a cité savamment? C'est bien savoir tout ce qu'il a dit là. Je l'acclame. Mais il a effleuré ou il n'a pas voulu dire. Il n'a qu'à nous le dire, le côté spirituel des choses. D'accord. C'est bon? Merci.
Merci. À bientôt. Merci, madame. Monsieur Félix Yawedéou qui était donc à l'antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Si quelqu'un est là, on va le prendre. Pas encore. On va revenir sur le plateau pour commencer à répondre aux questions. Cette fois-ci, on va faire spécial. Si quelqu'un appelle, on pourra toujours enregistrer. Alors, Taoufik Aklokpano, lui, dit échec en dessous de 50%. Et il dit que c'est un peu le paramètre que vous avez donné. Mais là, il dit dans une école, en 2026, 0 réussite au bac. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je pense que l'État a prévu des dispositions pour les établissements qui obtiennent un taux de réussite de 0% depuis quelques années. Déjà, il faut avouer, on a vu des directeurs relever de leur fonction parce qu'ils ont eu 0 dans leur établissement. Ils ont eu 0%. Et ces dispositions continuent. Malheureusement, cela ne règle pas toujours le problème. Oui. Parce qu'il faut voir, comme je l'ai dit à l'entame, à quel niveau est-ce que ça n'a pas fonctionné. Lorsque nous avons un taux de 0%, il faut s'interroger sur la contribution ou la part de responsabilité de chaque acteur sur le maillon. Apprenants, parents, les enseignants, l'État, les collectivités locales et territoriales, peut-être. Est-ce qu'il faut fermer l'école? Il faut répondre à la question de Théophile. Le corps d'encadrement zéro réussite. Je pense que au zéro bac. réussite. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la classe de terminale dans cette école ou bien on fait comment? Fermer la classe n'est pas la solution. Fermer l'école n'est pas non plus la solution. On fait comment? C'est au regard des questionnements. Oui. Qu'on saura à quel niveau est-ce que ça n'a pas marché. Et puis, ce qu'il faut encourager aujourd'hui, et vous venez de le dire, ce n'est pas forcément de relever l'autorité première de ses fonctions. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'en est pour rien. Donc, c'est en fouillant, en questionnant, en interrogeant. Mais sa responsabilité est engagée. Oui, bien sûr, ça, malheureusement. Il dirige une école qui produit 0%. Sa responsabilité est engagée. À l'examen. C'est pour ça qu'il faut fouiller. Si en fouillant, on se rend compte, parce qu'il y a toujours un moyen pour remonter et voir quelles ont été les performances des apprenants. Parce que ça, en fait, les 0% ne se décrètent pas ou bien n'interviennent pas en fin d'année brusquement ou brutalement. On a vu les signaux. On a forcément vu des prémices. Et donc, en remontant, en recherchant et en essayant de s'interroger sur ce qui n'a pas marché, on voit forcément là où tel ou tel autre acteur n'a pas pu jouer son rôle, là où ça a failli, là où le système a bugué. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut situer les responsabilités. Et je pense que c'est ce qu'il faut encourager. Dire aussi que dans un système, tout marchera à merveille. Ce système n'existe pas au monde. C'est vrai qu'il y a des pays aujourd'hui qui effleurent les taux de 90-99% à chaque fin d'année. Et là, c'est les pays qui ont fait l'expérience, qui ont fait 1000 expériences avant d'en arriver là. Nous n'en sommes pas encore à cette étape. Mais je pense que nous devons pouvoir nous remettre en cause quand ça ne marche pas. Et ne pas, comme vous l'avez demandé, ne pas décider de fermer l'école, ne pas décider forcément ou tout de suite de relever la personne qui est la première autorité de ses fonctions, mais d'abord d'interroger. Et c'est ce qui ne se fait malheureusement pas parce que, je ne sais pas, nous n'avons peut-être pas du temps à consacrer à cette évaluation des rendements sous le seuil. L'évaluation là doit pouvoir, même les établissements qui ont fait par exemple 10%, 20%, 30%, on doit pouvoir s'interroger sur ce qui n'a pas marché. Parce que, voyez, une année scolaire, c'est tout un investissement. Pour tous ces acteurs que j'ai cités, j'ai énuméré, mais surtout pour les parents, les enseignants, et les apprenants. Un apprenant qui est malade parfois, il est obligé de se rendre à l'école. Un apprenant sous le chaud soleil, il est obligé de se rendre à l'école. Un apprenant, même quand ça ne va pas, comme je l'ai dit, au plan émotionnel, il est obligé d'aller à l'école. Et quand on a essuyé toutes ces difficultés et qu'en fin d'année, on écope d'un échec, ce n'est pas forcément agréable à recevoir. Donc je pense que nous devons davantage mettre les moyens pour accompagner les acteurs du système pour que les taux de 0% soient mieux appréciés, mieux analysés. Et monsieur... Attendez, on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Vous pouvez couper votre radio là et parler dans le téléphone, on va mieux vous entendre. Hein? Oui, votre nom c'est... Oui. D'accord. Vous êtes en main libre? Non. D'accord. Il faut bien rapprocher votre bouche de votre combiné là pour mieux vous faire entendre. Monsieur Soui Jean-Marie, hein? Bon, oui, c'est très bien dit. D'accord, nous vous écoutons. Bon,
je vous ai dit quelque chose. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont même pas le niveau. Et comme ils ont d'argent, ils font des écoles, ils poussent comme des champions. Et à la fin de l'année, on ne fait pour avoir des résultats négatifs. Qu'en pensez-vous à ce côté-là? Est-ce que vous avez bien entendu la question? Oui, c'est bien entendu. Ok. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. C'est tout ma procuration. Merci. D'accord. Merci. Merci à ça. Merci beaucoup à vous. Ok. On revient donc sur Taoufik Aklopano. Hein. Oui, qui a parlé des thèses qui sont laissées. Oui, le sort des thèses. Les thésards. Dire que je suis devenu docteur. Docteur en ci, docteur en ça. Les docteurs, on en a besoin. On en a besoin. Les chercheurs, on en a besoin. Sans la recherche, docteurs à la bouche là. Non, je vais finir, monsieur Naoum. Non, je ne dirais pas docteur. Vous dites qu'on a besoin de docteurs, je suis d'accord avec vous. Mais les docteurs à la bouche là. Oui, je n'en connais pas. Ah, vous n'en connaissez pas? Non, mais les docteurs, on en a besoin. Les recherches, oui. Un pays en a besoin pour se développer. Je pense que l'université, d'Abomey Calavi, est en train d'opérer une réforme dans ce sens. Et la réforme entre d'ailleurs en vigueur à partir de cette année. Entre-temps, il y avait le master professionnel et le master recherche. Et là-dessus, par exemple, des réformes sont en train d'être opérées pour permettre à tous les étudiants qui atteignent ce niveau de continuer, d'avoir la possibilité de continuer en thèse niveau recherche. En fait, il y avait une limitation par rapport au type de master que vous faites. Ça, c'est déjà une innovation. Je n'en suis pas forcément instigateur. Les concernés pourront mieux développer cela. Mais je trouve quand même que c'est un avantage déjà pour les étudiants niveau master. Parlant des thèses qui ne servent à rien, comme le disait M. Aklopano, je ne dirais pas qu'une thèse ne sert à rien. Au regard, et quand je considère l'individu qui a conduit les travaux de recherche, pour lui, c'est déjà une expérience. Pour lui, c'est un complément de formation. Pour lui, c'est un renforcement de capacité. Parce qu'on ne produit pas une thèse sans faire un protocole de recherche. On ne produit pas une thèse sans faire un certain nombre, sans suivre un processus qui vous permet, par finir, de soutenir votre thèse. Donc, c'est déjà pour l'individu qui conduit la thèse, forcément, un processus utile et qu'il capitalise, qui lui permet de se mettre au service de la communauté demain. Mais là où la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a encore besoin de 1000 docteurs en droit? Est-ce que le Bénin a besoin de 2000 docteurs en sociologie? Est-ce que le Bénin a besoin de 500 docteurs en lettres modernes? En réalité, c'est là que la question se pose. Lorsque nous permettons aux gens d'aller à la thèse, les domaines dans lesquels ils vont faire la thèse, est-ce que c'est des domaines qui aujourd'hui sont à promouvoir pour le développement du Bénin? Quand on se pose, vous êtes en train de me rejoindre, hein? Non, je vous rejoins. Je vous dis, les docteurs à la bouche, c'est que le problème, c'est que je suis docteur. Oui, je suis docteur, mais... J'ai fait la thèse, je suis docteur en intelligence, ceci, docteur en ceci, docteur en cela. Je voudrais plutôt que nous parlions des besoins du pays pour orienter les thèses. Mais qui joue ce rôle? C'est l'État central qui joue ce rôle. C'est les décideurs qui doivent pouvoir réorienter. Qui doivent fermer des vannes de certaines je pense filières pour le doctorat, c'est ça? Non, en fait, j'ai la faiblesse de croire... Ou bien créer les tamis. Créer des tamis pour les filières qui sont déjà fermées à l'emploi. Ne plus distribuer les doctorats comme on distribue. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si les doctorats se distribuent. Parce que quand vous dites distribuer, c'est que les gens ne le méritent pas. Parce que vous-même vous dites, est-ce qu'on a besoin de 1000 docteurs non, mais justement, dans tel domaine ou dans tel domaine, alors qu'on n'en a véritablement pas besoin? Si on n'en a pas besoin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réorienter. Aujourd'hui, il est possible, quand vous avez fait la maîtrise dans une filière A, d'aller continuer le master dans une filière B, qui n'est pas votre filière de départ, après, après une reconversion et même après une homologation, de la filière nouvelle qui vous accueille. C'est par exemple, des dispositions qu'on peut prendre pour l'avenir. Parce que, vous voyez, quand M. Aklopano dit que les gens ont la thèse, mais ils ne sont pas capables de fabriquer
un médicament qui peut guérir le béninois. Je ne suis pas forcément du même avis, parce que j'en connais des médecins qui ont fait leur thèse, qui sont des médecins béninois, et qui sont des docteurs en pharmacie. Oui, et qui font des innovations extraordinaires. Je suis d'accord avec vous. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui aussi, que ce soit dans le domaine de la technologie, le domaine du numérique, le domaine du génie civil, il y a des gens, des Béninois, qui ont atteint les sommets et qui font des merveilles, aussi bien dans notre pays que sous d'autres cieux. J'en veux pour preuve le docteur Naoum, qui est à l'origine, au plan mondial, de la robotique médicale. Donc dire que les médecins, les docteurs béninois ne sont pas utiles, je ne suis pas de cet avis. Je dis plutôt qu'au lieu de continuer à permettre aux doctorants d'aller dans des filières qui ne sont plus trop ouvertes pour l'employabilité, ou plutôt de choisir des filières qui ne peuvent pas leur permettre tout de suite d'être employables, de rendre service à leur république, on peut leur permettre d'épouser des filières ou des options qui leur permettront de se rendre plus utiles. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait des formations, je vais dire, littéraires, mais qui, sous d'autres cieux, se sont révélés impeccables au plan technique. Ça veut dire que si chez eux, on leur avait ouvert la possibilité, par exemple, j'ai cité un candidat qui vient d'avoir le bac, qui voudrait faire la médecine, mais qui a choisi de faire un bac B. Et chez nous, on dit que c'est mort. Mais celui-là, par exemple, si on lui propose de faire une formation paramédicale, il serait peut-être excellent dans son domaine. Parce qu'on lui aurait permis quand même de toucher le monde médical, et donc le marigot... Parce que son corps vibre pour ça. Justement. Avec un peu d'accompagnement. Voilà. Et merci, c'est vous qui avez raison. Avec un peu d'accompagnement, il peut s'en sortir. Donc au lieu de bloquer le passage systématiquement, il faut peut-être penser à une reconversion, une réorientation. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez abordé un aspect qui est aussi important. Je pense qu'il vient d'avoir le bac. Les bacheliers de 2026, ne pas leur permettre d'aller s'entasser dans les filières qui sont déjà fermées à l'emploi, ce serait salutaire pour notre pays. Je ne veux pas forcément en citer. On a l'impression aussi que les promoteurs d'écoles, d'universités ou autres, le problème c'est l'argent, prendre l'argent. Parce que les frais de scolarité là maintenant, c'est que vous dosez ça chaque année. Non, je pense que les frais de scolarité dans les écoles, que ce soit privées ou publiques, depuis des années, n'ont pas changé. Les frais de scolarité sont restés... Est-ce que vous savez que ce n'est pas à la portée de tout le monde? Non, je sais que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais les écoles, les universités privées, il faut comprendre que c'est peut-être parce que ces dernières se prennent elles-mêmes en charge, c'est-à-dire que toutes les ressources qu'elles arrivent à recevoir sont injectées dans le fonctionnement, dans le paiement des enseignants qu'elles recrutent, ces universités-là. On pourrait comprendre. Et sur la question, je n'en suis pas forcément expert du domaine. Il y a la direction générale de l'enseignement supérieur qui s'occupe de ces questions-là et qui régule, quand il le faut, les différentes déviances qui interviennent dans le système. Mais je disais que les filières dont vous avez parlé, qui sont aujourd'hui bondées d'étudiants, en sciences, juridiques, en sciences économiques, surtout en faculté en sociologie, on voit un nombre impressionnant, écrasant d'étudiants. Même dans le journalisme. Oui, non, mais même dans le journalisme, on en voit assez maintenant. Les jeunes qui disent, je veux devenir journaliste. Sans forcément avoir la passion pour cela, sans forcément avoir les aptitudes pour devenir M. Naoum parle, moi-même je veux aller parler. Mais il faut avouer que on a envie, et moi-même, je vous l'avoue, je vous suivais sur Sika TV, je crois. Oui. J'avais de l'admiration pour Honoré Benjamin Naoum. Et je dis, quand vous entendez celui-là, vous avez l'impression... Non, vous avez l'impression... Vous avez choisi d'être psychopédagogue. Vous avez l'impression, pour finir, vous avez l'impression que il n'est pas d'ici. Parce que tellement il manie royalement l'art du journalisme que vous avez envie de devenir journaliste. Et il y en a beaucoup que vous entendez et vous avez envie de devenir ou de faire comme eux. Et je vous dis, il faut que chapeau monsieur Naoum pour l'art que vous arrivez à bien manier. Merci. Et souffrez que des jeunes veuillent vous emboîter le pas parce qu'ils vous ont entendu parler une fois à la radio, parce qu'ils vous ont vu diriger une émission. Ce n'est pas forcément mauvais, mais nous devons mettre les moyens, les ressources pour les accueillir et ne pas
commencer aussi à encombrer certaines filières qui sont nées il y a quelques années pour que cela devienne comme la Chine populaire, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est pour ça que je pense que lorsque, par exemple, à l'issue de l'orientation dans les filières, on se rend compte qu'il y a peut-être 2000 ou 5000 qui choisissent d'aller en sciences juridiques, pas parce qu'ils ont la passion du droit, mais parce qu'ils n'ont pas, en fait, comme on le dit, c'est un choix mais comment, par exemple, on peut dire à un digne fils de Soava, on lui met sur tapis le droit, sciences éco, eau et assainissement. Mais ce qu'il devait choisir, c'est eau et assainissement, non? Pour venir régler les problèmes de son milieu. Logiquement, c'est cela. Mais parce qu'on n'étudie pas pour ne pas être... Vous êtes dans l'orientation scolaire. Pourquoi vous n'insistez pas sur ces aspects-là? Parce que quelqu'un dit fils de Soava, mais s'il se forme en eau et assainissement, ça veut dire que dans son milieu naturel, il a du boulot à faire. Mais vous n'insistez pas sur ces choses-là. Monsieur Naoum, j'insiste sur cela et je n'ai pas cessé de le faire. Et puisque vous me tendez la manche, je reprends. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait un travail par rapport à l'orientation scolaire, les séances de sensibilisation et d'information. Mais je pense qu'on doit aller au-delà parce que l'orientation scolaire suppose des séances organisées avec chaque apprenant qui est en passe de choisir sa filière parce que c'est là que se joue sa destinée. Les séances d'information ne suffisent pas. Parce qu'on renseigne juste sur les filières qui existent, les débouchés que cela présente, mais cela ne suffit pas. Une séance d'orientation, d'abord, ça tient compte de plusieurs aspects. On choisit sa filière en se rabattant sur la passion que l'on a pour ce domaine d'activité-là. On ne choisit pas sa filière par hasard. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui choisissent par défaut. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de bourse, ils n'ont pas eu de choix de l'État. Et donc, bon, on va ici. Et deuxième chose... Il y a Taoufik Aplokwano qui nous a amené sur le... Oui, vous permettez, les besoins du marché. On va revenir. Les besoins du marché de l'emploi. Et qu'en parlant du besoin du marché de l'emploi, on doit en tenir compte pour le choix des filières. Et plus loin... Quelle filière choisir pour résoudre les problèmes qui se posent à son environnement? Ça, c'est important. Félix Yawedehou maintenant, vous permettez, on va évoluer. Qui parle de la dimension spirituelle de la réussite que vous avez, que vous n'avez pas abordée? La dimension spirituelle, elle est relative et puis elle est spécifique à chaque ère culturelle et à chaque famille. Est-ce que je dois aller consulter à la veille de la rentrée? Je ne peux donner de ma position des orientations spirituelles à un parent X ou à un parent Y. Chacun est responsable de sa famille, chacun est responsable de ses enfants et chacun sait quel a été son parcours spirituel. Au regard des échecs successifs, un parent peut décider de se confier à telle ou telle autre obédience religieuse pour s'en sortir. Autant que nous sommes, chacun a forcément une croyance religieuse. On peut se rabattre sur cette croyance-là lorsqu'on sent que ça, déjà dans notre vie de tous les jours, pour sortir les mauvais esprits dans notre corps qui nous empêchent de réussir. Non, mais quand ça ne marche pas, déjà quand nous avons un projet, nous prions pour que le projet marche. Et quand ça n'a pas marché, on prie encore pour que de nouvelles options nous soient favorables. Donc la prière, elle est d'abord le propre de l'homme. Si en situation difficile, c'est-à-dire nos enfants qui ne réussissent pas, on peut prier, tant mieux. Mais si on peut aller consulter, comme vous le dites, c'est le choix du parent. Je pense que les gens n'attendent pas souvent aussi qu'on leur indique la voie avant de rechercher les solutions aux problèmes qui se posent à eux. Maintenant, comme je l'ai dit, si un enfant échoue une fois, si un enfant échoue 2 fois, il faut commencer par s'interroger. Bon, pas 2 fois, dans différentes classes, dans la même classe. Il a passé le BPC une fois, ça n'a pas prospéré. La deuxième fois, ça n'a pas toujours prospéré. Il faut commencer par checker, par s'inquiéter, par fouiller pour voir à quel niveau se trouve. S'il n'y a pas une tante au village, c'est ça? Bon, je ne dirais pas que c'est la tante, mais il y a en brigade. Non, les raisons spirituelles peuvent parfois aussi être à la base d'un échec. Il faut le reconnaître. Même à la maison, hein? Oui, même à la maison. Cela peut être la base ou la source même de l'échec. Peut-être quelqu'un qui vous jalouse, je n'en sais rien. Quelqu'un qui vous en veut, je n'en sais rien. Quelqu'un qui veut vous atteindre et qui prend pas peut-être votre progéniture, c'est possible. Nous sommes en Afrique. Il faut le reconnaître. Mais je dis que c'est la responsabilité du parent de faire les démarches pour conjurer
le sort qui peut-être est en train d'entamer la réussite scolaire de son enfant. Et je voudrais, si vous permettez, faire une suggestion par rapport à l'orientation scolaire. Je l'avais dit plus tôt, si on pouvait recruter par exemple des psychopédagogues ou des conseillers en orientation scolaire professionnelle dans les écoles, même si ce n'est pas dans toutes les écoles. Pour votre église. Non, pas forcément, parce que justement, cela empêche aussi le système de bien fonctionner. Et c'est justement ce dont nous avons discuté tout au long de cette émission. En dehors du côté pédagogique, en dehors du côté intellectuel, il y a le côté psychologique, le côté psychopédagogique, le côté orientation, le côté suivi scolaire qu'il ne faut pas négliger et occulter. Et quand j'en parle, ce n'est pas que forcément... Vous savez, depuis 2001, l'État béninois forme les spécialistes de mon domaine. Mais jusque-là, je n'en ai pas vu recrutés par l'État dans les écoles. On vous forme sans recrutement. Et cela pose un problème aussi, comment dire, de regard tourné sur l'avenir pour être performant, pour être efficace par rapport au système. Parce que je dis... Pourquoi vous ne protestez pas? Je pense que c'est, même si les gens n'ont pas manqué de protester dans ce pays, protester n'est pas forcément la meilleure formule. Parce que l'État qui forme... Je n'ai pas dit de faire grève, on sait que grève là... Non, mais l'État qui forme, c'est qu'il forme des gens dans ce domaine, et l'État sait que le besoin est croissant et de plus en plus. Si par exemple ces spécialistes existaient dans les écoles, ce serait en renfort au ministère de l'enseignement supérieur, d'information et de sensibilisation. On ferait des séances d'orientation en bonne et due forme, séances au cours desquelles on interroge chaque candidat. Et c'est pour ça que je pense que les recruter pas, en fait je ne dis pas de les recruter pour toutes les écoles. On peut le faire comme les conseillers pédagogiques, c'est-à-dire on a un conseiller en orientation qui arrive à parcourir 3 ou 4 écoles. Ce serait déjà un bon début. Et là, ces spécialistes-là peuvent interroger. C'est qu'avant même que les enfants ne passent le bac, on a commencé le processus d'orientation. On les interroge sur leur passion, sur les compétences dont ils disposent, sur les besoins du marché. On fait, recours aux besoins du marché de l'emploi. Il y a des tests même qu'on peut faire passer, des tests d'aptitude, d'orientation, d'intelligence, pour leur permettre de faire un meilleur choix. Tout ça ne se fait pas encore chez nous. Et c'est des suggestions que nous sommes en train de faire par là pour que demain, répondre à Jean-Marie, Monsieur Jean-Marie, qui demandait des écoles qui poussent comme des champions et qui, in fine, obtiennent des résultats 0%. Parce que tout ça, là, ça fait partie de la rentrée, la préparation de la rentrée. Il faut aller fermer ces écoles-là. Fermer les écoles, ce n'est pas la solution, monsieur Naoum. Ça n'a jamais été la solution. Une école qui ne produit pas de résultats. Non, mais une école ne se crée pas sans l'autorisation de l'État. On en a connu des clandos. Non, mais aujourd'hui, ça, c'est pas le passé. Oui, j'ai dit on en a connu. Oui, pas le passé. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une école dans votre domicile sans que l'État ne vous ait octroyé l'autorisation. Et c'est tout un processus. D'accord. C'est tout un processus. Mais maintenant, vous ne produisez pas de résultats. Si vous ne produisez pas, comme je l'ai dit, plutôt, c'est qu'il faut un questionnement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'évaluation des résultats scolaires ou des résultats de fin d'année ne devrait pas se limiter à l'interne. Si l'État peut déployer des moyens pour aller apprécier les résultats dans chaque école, aussi on peut avoir, et je pense qu'avec aujourd'hui EducMaster, qui est aussi une belle innovation de notre système éducatif, la chose est en train d'être faite dans ce sens. Aujourd'hui avec EducMaster, toutes les notes, toutes les performances ou les baisses de performance reçues de chaque école sont sur la plateforme. Les notes qu'obtiennent les apprenants sont inscrites et renseignées sur la plateforme. Si bien qu'avec ce dispositif déjà, on peut faire une évaluation à grande échelle. C'est que les conseillers et les inspecteurs peuvent évaluer à partir même de cette plateforme. On peut faire une évaluation pour voir. Puisqu'à la fin de l'année, on proclame les résultats et on sait quelles sont les écoles qui ont obtenu 0% ou bien qui ont une baisse de performance, on peut cibler ces écoles et organiser des séances avec les autorités de ces écoles-là, voir ce qui n'a pas marché. Parce que l'appréciation de loin n'est pas toujours bénéfique et n'est pas toujours objective. Mais quand on se rapproche des écoles, qu'on questionne, qu'on apprécie, qu'on évalue de façon réelle, voire même le cadre qui accueille les apprenants, est-ce que ce cadre répond à ce qui est recommandé par les approches, par les compétences? Parce que les effectifs pléthoriques en temps normal devraient être conjugués au passé. Mais si ça continue,
comment est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Parce que l'idéal, c'est 25 par classe, 25 à 30 par classe, selon les normes de l'école de qualité fondamentale. Mais si on en arrive à avoir 50, à avoir 60, 70 dans des classes, cela pose un problème. Est-ce qu'il faut dédoubler? Est-ce qu'il faut construire? Mais est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui continuent d'évoluer en classe volante? Ça aussi, c'est un problème. En notre temps, on en connaissait. Mais je pense qu'aujourd'hui, des efforts sont faits dans ce sens. Mais tout compte fait, c'est qu'il faut aller dans le sens de la perfection. Et quand nous parlons de rentrée, si vous permettez... Parce qu'il nous reste 4 minutes là. Oui, les parents... ont aussi, les enseignants font leur pré-rentrée. Ils font les journées pédagogiques qui permettent de je vous suggère même de baliser le terrain, de prendre chaque acteur et de dire ce qu'il faut faire pour la rentrée. On n'a que 4 minutes. Ah oui. Les enfants d'abord. Comment préparer la rentrée? Bien préparer de préparation pédagogique, préparation physique, il faut les fournitures, il faut se fixer des objectifs clairs et avoir une feuille de route. Pour les parents, il faut anticiper les dépenses des fournitures, je l'avais déjà dit. Il faut mettre les moyens financiers, matériels, psychologiques, sanitaires en œuvre pour que les enfants soient prêts. On doit les déparasiter avant, oui, bien sûr, il faut le faire. Et si les enfants ont peut-être, parce que à la veille des rentrées, il y a des enfants qui prennent... Ils ont mangé tellement shawarma là, avec les glaces et autres là maintenant. Suffisamment, il faut nettoyer l'estomac avant de les mettre. En tout cas, il faut le faire avant de le mettre en route. Pour les enseignants, c'est déjà la formation pendant les vacances, et puis il faut revisiter les fiches pédagogiques, il faut les actualiser pour que ce qui a été enseigné l'année dernière, même si ça doit être enseigné cette année, il y ait quand même un peu de retouche, qu'il y ait de la nouveauté, que les enseignants puissent aussi se préparer au plan sanitaire. C'est important parce que c'est 9 mois acharnés, non-stop, de dur labeur. Et pour les écoles, les administrations, c'est qu'il faut préparer. Les enseignants aussi doivent changer les habits. Leur tenue, c'est clair. Les enseignants habituellement sont propres. Non, j'ai jamais dit le contraire. Non, les enseignants sont propres. Nous parlons tous de la préparation de la rentrée. Bien sûr, mais les enseignants, je le reprends, ils sont propres. Ils sont propres. Oui, ils sont toujours propres. Les enseignants sont toujours propres parce qu'ils inspirent le modèle. Ils inspirent le modèle. Et si par la force des choses, ce n'est pas le cas, que l'État donne les primes de rentrée pour permettre aux enseignants de bien se préparer pour aller... Oui, l'État le fait souvent à la veille de la rentrée. Les primes sont accordées. Ce qu'il faut peut-être suggérer, c'est que les primes soient améliorées. Plus consistantes. Oui, voilà, pour que les enseignants soient mieux lotis et mieux aguerris pour la tâche que la République leur a confiée. Parce qu'on dit un homme, une mission et des moyens. Et l'administration doit préparer aussi le cadre qui doit accueillir. J'ai mis pied dans des écoles, M. Naoum, et j'ai eu envie de redevenir élève. Malgré mon âge, c'est que j'ai mis pied dans des écoles, j'ai eu envie de redevenir élève, d'aller m'asseoir encore sur les bancs, parce que le cadre, il était attrayant, il était captivant, il était motivant. Lorsque vous allez dans une école qui vous repousse, c'est déjà le début de l'échec. Votre mot de fin. Le cadre doit être bien accueillant. L'État central doit aussi mettre les moyens, on l'a dit, les subventions, les kits scolaires, et l'État fait de grands efforts aussi dans ce sens, il faut le reconnaître, mais on souhaite que cela aille d'amélioration en amélioration. Merci beaucoup. Juste une phrase pour finir, parce que c'est terminé. L'école est sanctuaire, autant que la chapelle, dira Victor Hugo. Je voudrais souhaiter à tous les acteurs du système éducatif béninois, le gouvernement, les autorités à divers niveaux, le corps d'encadrement et de suivi, les enseignants, les parents, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les apprenants, les hommes des médias qui accompagnent l'école durant toute l'année. Je voudrais dire à tous, belle rentrée scolaire. Merci beaucoup à vous, monsieur Eddy Camille Koto. Vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle et coach en développement personnel. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci pour l'écoute et la participation aussi. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpeye à la présentation, Honoré Nao. Restez câblés pour avoir les ingrédients qu'il faut et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou,
la voix des Cotonois.